Bonjour à tous les fans de Bodybuilding Rules. Je m'appelle Eric Rallo pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et je suis ravi de vous retrouver. Merci donc à tous les fans. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en présence de mon ami, la star internationale alias le Sphinx, Francis Benfato. Donc bonjour Francis, comment vas-tu? Eric, bonjour. Écoute, je vais très bien, et j'en profite pour passer le bonjour à toutes les internautes et à tous les internautes, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des femmes Homme-femme, aussi exactement. qui écoutent notre podcast et nos conseils. Voilà. Et on les remercie pour leur écoute. Aujourd'hui, un sujet passionnant, un sujet que tu m'as proposé, que j'ai accepté tout de suite, on en a parlé dans un précédent podcast. On va parler de l'eau. Donc l'eau, matière indispensable à la vie. On va parler de la répartition de l'eau dans le corps, de ses bienfaits, des dangers de la déshydratation, d'un maximum de sujets et de pistes de réflexion qu'on a abordés comme ça déjà un petit peu ensemble au préalable pour la préparation de ce sujet. Donc Francis, je te laisse débuter les hostilités, je vais te poser des questions. Oui, c'est l'idéal parce que je t'avais envoyé 4 pages sur le sujet. Exactement. Et il y a tellement d'informations que j'aimerais bien divulguer, pardon, et ayant des questions précises, si tu veux, ces questions précises vont m'aider à vraiment donner les informations qui conviennent par rapport à l'article que je t'ai envoyé. Exactement, donc, exactement. À titre d'info pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, on prépare donc le podcast, mais là aujourd'hui tu es pas au courant des questions que je vais te poser, donc c'est vraiment un débat, comme si on était face à face dans la vie de tous les jours, sauf que là c'est via un écran interposé et Skype. Donc on y va, c'est parti. Moi aussi j'ai potassé de mon côté, donc on va essayer de faire un beau débat pour nos internautes, pour les fans de Bodybuilding Rules Magazine. Alors Eric, comme je te l'ai dit donc, en voix off, les 2 premières pages que j'ai écrites, donc, qui font partie de l'article sur l'eau, est un mix entre des informations scientifiques que j'ai récupérées et puis des informations par rapport à mes connaissances, à mon expérience, puisque j'utilise l'eau de façon assez sérieuse et mes expérimentations ont commencé, si tu veux, précisément en 1997. D'accord. On y reviendra. Donc, pas mal de temps. Donc les 2 premières pages, tu peux avoir des questions si tu veux sur les 2 premières pages qui sont des informations scientifiques avec bien sûr des expériences personnelles que j'ai mixées avec. Donc écoute, je te laisse la parole. Voilà. Petite info pour ceux qui regardent, parce qu'il y a ceux qui écoutent exclusivement, on me l'a dit, qui mettent les écouteurs, qui s'écoutent ça tranquillement le soir, au calme avec leur téléphone ou leur iPad ou je ne sais quoi. Il y a ceux qui visionnent en même temps. Alors, si vous voyez des coupures, vous inquiétez pas, vous le savez, Francis est à l'autre bout de la planète, enfin en tout cas, dans le sud, il est à Cape Town, et des fois on a des petits problèmes de connexion, des fois vous allez voir que le son est un peu moins bon. Sachant que le plus important est l'écoute. Voilà, c'est pour ça que j'espère que, j'espère que le son va tenir bon. On a vu le visage d'Eric Rallo et le mien. Bon, oui. Mais tu as vu, moi je me mets en tout petit sur le côté, je privilégie la star, Francis Benfato. Alors en gros, Francis, tu sais, moi aussi j'ai potassé un petit peu et on va échanger quelques notions fondamentales. La répartition de l'eau dans le corps, on entend tout et rien, mais je commence un peu quelques pourcentages que l'on retrouve, il suffit de taper sur internet, les gens vont chercher sur Wikipédia. D'ailleurs, je les invite à se renseigner, tout comme on le fait et comme on essaie de donner aussi des informations aujourd'hui avec ce podcast. Donc, en gros, il faut savoir que l'eau est présente majoritairement dans le corps humain. C'est ça. Un adulte, c'est environ 60-70% d'eau. Environ. J'ai vu tout à l'heure, je regardais encore pour refaire un peu mes notes, chez l'embryon, c'est 94% d'eau. Embryon de quelques jours. Chez le nourrisson, 75%. Et après, en effet, chez l'adolescent et l'adulte, entre 60 et 70%. Donc, c'est quand même majoritaire. L'eau, alors on connaît H2O, donc un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, pardon, un atome d'oxygène. Présente partout sur Terre. Petite analogie entre l'être humain et notre planète qui nous héberge. La planète et les océans, entre les lacs, les rivières, les calottes glaciaires, c'est 75% d'eau.
voilà, je finirai ce petit laïus comme ça sur les pourcentages pour dire qu'il y a des similitudes entre la composition en eau de notre corps et le lieu où l'on vit, notre Terre, en fait, notre planète Terre. Okay. Ben, l'importance de l'eau est fondamentale pour le corps humain, sachant que le corps humain est composé de 70% d'eau. Il est important de boire régulièrement de l'eau de façon à ne pas être déshydraté. Sachant que une déshydratation en eau cause une fonction du corps tout entier limitée. Donc il va y avoir une fonction du corps tout entier qui va être limitée, que ce soit au niveau physique, mais au niveau intellectuel aussi, puisque le cerveau est composé de 80% d'eau. Donc l'eau est très importante. L'eau est très importante et il faut surtout ne pas en manquer. Voilà, c'est important de souligner ça. Ne manquez pas d'eau, puisque si vous manquez d'eau, ben vous allez être comment dire, vous n'allez pas être fonctionnel à 100%. Vous allez avoir des lacunes à tous les niveaux, que ce soit, encore une fois, je me répète, physique et mental. C'est très important ce que tu dis là, tu dis surtout physique et mental, parce que j'ai un petit croquis sur le côté, j'ai deux écrans en fait en même temps qu'on parle, je l'insérerai au moment du podcast. En effet, entre 90 et 90% au niveau du cerveau, le cerveau composé d'eau, en effet, 90-90%. À ce sujet, pardon, je vais faire une petite question. Oui, je t'en prie. Eric, tu connais peut-être Bruno Lacroix? Oui, très, voilà. Enfin, un grand spécialiste en tout cas de la biochimie, du corps humain, etc., de l'entraînement. Ah. Donc Bruno, qui écrivait donc des articles pour le monde du muscle pendant des années, est un conférencier aujourd'hui. Et donc, il fait des conférences un petit peu sur tous les organes, et notamment sur le cerveau, et sur les fonctions du cerveau, etc. Et donc, lorsqu'il fait ses lectures, lorsqu'il fait ses conférences, il peut passer jusqu'à 7 ou 8 heures, derrière le bureau, sur scène, à répondre à des médecins qualifiés, que ce soit des cancérologues ou des cardiologistes ou tout le corps médical. Donc il prépare son sujet et ensuite il présente son sujet et puis il y a des questions-réponses. Et je lui ai conseillé donc de boire beaucoup d'eau lorsqu'il est venu à Cape Town me rendre visite. Et donc il s'est aperçu des bienfaits de l'eau. Et dernièrement, je lui ai proposé de boire de l'eau avant ses conférences et pendant ses conférences. Et il m'a dit, écoute, c'est spectaculaire, Francis. Ma concentration, ma vigilance et puis ma mémoire, etc., a été vraiment améliorée. Donc c'est important, voilà. C'était juste pour souligner avec l'exemple de Bruno Lacroix l'importance d'être bien hydraté pour avoir un cerveau qui fonctionne correctement ou même de façon optimale. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'entraînement et la compétition, tu as tout à fait raison d'avoir précisé cette expérience-là et de nous avoir parlé de Bruno Lacroix, parce que justement, j'allais enchaîner sur le cœur, 77% d'eau, le foie, 73%, bon c'est approximatif, hein, ça varie d'une source à l'autre d'informations, hein. L'estomac, 75%, les intestins, 75%, etc., etc., etc. Ce qui fait que toutes les réactions, on va être d'accord, hein, et les internautes, je pense, le savent aussi, mais c'est bien de le souligner, toutes les réactions biochimiques se font en présence d'eau. Donc, ne serait-ce que pour une santé déjà optimale, être bien hydraté pour que tous les organes, indépendamment les uns des autres, et le corps dans sa totalité fonctionnent bien. Donc, avoir la source principale de vie, qu'est l'eau, en quantité suffisante et régulière. D'ailleurs, je t'interromps, mais je vais glisser mon petit truc pour faire la personne qui a quand même potassé, hein, parce que toi, tu as beaucoup bossé. Je dis, j'ai adoré vraiment ton sujet, là. Et j'adore quand on travaille comme ça, d'ailleurs. Il y a une belle émulation. Mais la phrase que l'on connaît tous aussi, j'ai regardé tout à l'heure pour être sûr dans les propos, mais à peu près, hein. On peut rester 30 jours sans manger. Ça a été prouvé. Par contre, on ne peut pas rester plus que de 3 jours sans boire. Très important de le souligner, Eric, tu fais bien de le dire. Et pourtant, on fait l'inverse. On mange beaucoup plus que ce qu'on boit. Sachant que lorsqu'on mange beaucoup, on est léthargique, notamment. Alors que quand on boit beaucoup et on mange moins,
eh ben, on a beaucoup plus d'énergie, que ce soit de l'énergie physique et de l'énergie psychique. Et donc, c'est important de le savoir. Donc, il faudrait logiquement boire beaucoup plus que ce qu'on mange. Par contre, boire de l'eau n'est pas si simple que ce qu'il n'est paraît. Il faut l'assimiler. C'est un petit peu comme l'alimentation. Il ne sert à rien de trop manger à chaque repas ou même durant la journée, notamment lorsqu'on a en tête de prendre de la masse musculaire, puisque l'organisme va uniquement assimiler ce qu'il est capable d'assimiler. Et il se trouve qu'en mangeant peu, on a beaucoup plus de chances d'assimiler les aliments. Et c'est exactement la même chose, encore qu'on peut se permettre de boire beaucoup avec des conditions optimales, à savoir, on l'évoquera tout à l'heure. Oui, c'est prévu dans la chronologie. Une question, puisque on parle d'hydratation là maintenant, donc purement, on rentre dans le vif du sujet. Quelle source d'eau? C'est souvent un sujet comme ça de questionnement. On a l'eau courante, donc l'eau classique du robinet, hein, et après on peut en parler hein, en termes de potabilité, etc. Parce qu'aujourd'hui on nous ment parfois à ce sujet-là, mais bon, ça serait encore un autre sujet à discussion. L'eau distillée, l'eau qui a ce qu'on appelle l'osmose inverse, enfin en tout cas plein de procédés de distillation ou d'épuration. Tu conseilles quoi toi en termes d'eau? Classique, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, l'eau fortement minéralisée, pas du tout. L'eau qui peut s'acheter, la meilleure eau qui peut s'acheter, c'est l'eau distillée, parce qu'elle a été purifiée. Pure. Voilà, elle est pure. Par contre, les personnes qui ont la possibilité d'avoir à la maison un filtreur d'eau qui permet donc de filtrer l'eau et de rendre l'eau beaucoup plus pure que ce qu'elle l'est donc au robinet, bon, c'est un avantage. Maintenant, on n'a pas toujours la possibilité de boire de l'eau pure. Lorsqu'on est par exemple à l'extérieur, on n'est pas à la maison, lorsqu'on est au gym, il y a des fontaines d'eau, on peut se permettre de boire de l'eau au robinet, etc. Remplir sa bouteille d'eau est important puisqu'on ne peut pas se permettre de boire peu et d'obtenir des résultats. Ça sera beaucoup plus compliqué et difficile d'avoir de l'eau pure lorsqu'on est à l'extérieur ou bien au gym. Mais c'est vrai que l'idéal serait d'avoir une eau pure, claire, et donc l'assimilation serait meilleure. Mais bon. Pourquoi je t'ai posé cette question-là? C'est parce que quand tu m'as proposé le sujet sur l'eau, moi il m'a d'autant plus intéressé, c'est parce que j'affectionne ce sujet-là personnellement, en fait. Et que je suis moi aussi en train de faire des tests empiriques sur moi, sur plein de personnes. Donc c'est pour ça que ton expérience, moi, va m'apporter un plus. Et j'espère que j'apporterai un petit plus aussi. Hein. J'apporterai de l'eau au moulin, en fait, pour faire un petit jeu de mots. Donc en gros, tout ça pour te dire, Francis, excusez-moi, c'est que quand on parle d'eau pure, les gens vont spontanément avoir le réflexe de dire oui, mais il n'y a pas de minéraux dedans. Et les minéraux, moi je conseille souvent, en ce moment on m'appelle Monsieur Légumes, mais de les prendre directement à la source, donc là où ils sont le plus biodisponibles et organiques, donc dans les fruits et les légumes de saison, frais, etc. Parce qu'aujourd'hui, dans le robinet, ce que les gens doivent savoir, et le magazine, ils ont compris, tend de plus en plus vers la santé, hein, bodybuilding rules, ok, mais santé, longévité, surtout avec nos podcasts, sont bourrés un petit peu de pesticides, de métaux lourds, de rejets toxiques divers. Donc quand on dit eau potable, moi j'ai un frère qui est analyste programmeur, mais qui a eu un BTS traitement des eaux. Et quand on regarde la définition de potable, c'est qu'il peut être bu. Hein, qui peut être bu, mais il y a des arrêtés préfectoraux en ce moment en France, alors que l'eau n'est pas potable, et pourtant ils ont été signés pour que dans certaines régions on la boive quand même. Donc je dis attention à la qualité de votre air, de votre eau, de votre entraînement, mais à la qualité de votre eau, puisque c'est ce qu'on parle en ce moment. Donc attention, si vous pouvez, au minimum, comme a dit Francis, un petit filtre, charbon actif, et si vous pouvez, un distillateur d'eau. On a parlé donc de qualité d'eau, donc on s'orienterait plutôt vers, si l'on peut, de l'eau pure. Au niveau de l'entraînement, que se passe-t-il donc lors d'un entraînement intensif? Surtout quand, en l'occurrence chez nous ici en France, c'est l'été, donc on va commencer à s'entraîner. Il fait relativement chaud, la température corporelle augmente, on s'entraîne. Que se passe-t-il, Francis, chimiquement? Et quel impact cela va avoir au niveau de nos performances
quand on s'entraîne avec intensément et avec beaucoup de chaleur? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que un athlète, si tu veux, de 75 kilos, qui s'entraîne avec une température, si tu veux, assez conséquente et de façon intensive, peut utiliser jusqu'à 9 litres d'eau par jour. Alors là, je parle d'un athlète qui s'entraîne plusieurs heures par jour, un sportif de haut niveau, va consommer, va utiliser autant d'eau. Et il va lui falloir remplacer cette eau régulièrement, tous les jours, de façon à ce qu'il totalise les 9 litres d'eau consommés lors d'une journée d'entraînement. Donc c'est pour ça que c'est important de souligner qu'il faut boire de l'eau au quotidien et régulièrement dans la journée. Maintenant, je me suis aperçu par moi-même avec des expériences personnelles que je pouvais me permettre de ne plus boire tout au long de la journée, car j'ai l'avantage de m'entraîner à jeun le matin très tôt, donc je suis hydraté pratiquement toute la journée, donc j'ai pas besoin de boire régulièrement. Donc c'est fini, moi je bois donc mes quantités d'eau lors d'une séance d'entraînement qui est assez longue. Ensuite, de toute façon, tous les aliments contiennent de l'eau. Les légumes, les fruits et tous les aliments contiennent de l'eau. Donc, le café, le thé, la plus épaisse des soupes. En s'alimentant de façon correcte et en ayant une alimentation variée, on a suffisamment d'eau pour maintenir une hydratation constante tout au long de la journée, notamment si on a prévu de boire beaucoup d'eau lors d'une séance d'entraînement. Exactement. À l'inverse, si on ne consomme pas régulièrement de l'eau, si le lieu d'entraînement est dans une atmosphère qui est avec une température relativement élevée, si notre entraînement est intensif, ce dernier va faire augmenter la température corporelle, donc va nous faire suer, va donc nous faire perdre beaucoup d'eau, comme tu l'as très bien dit dans ton document, sous forme d'évaporation, de sueur, transpiration. Il y a la transpiration et il y a aussi l'oxygénation, et puis la dépense physique et notamment musculaire, si tu veux, nous obligerait à consommer de fortes quantités d'eau, puisqu'on peut utiliser l'eau sous forme de carburant pour améliorer ses performances à l'entraînement. Et à propos de performance, je lis ton propos. Un muscle déshydraté de seulement 3% perdra 10% de sa force et 8% de sa vitesse. Donc encore une fois, extrême importance de rester hydraté. Hein. Donc alors bien sûr, l'avantage et le désavantage d'avoir des méthodes d'entraînement, une procédure, etc., c'est que combien même qu'on soit déshydraté, on va pouvoir se servir de la vitesse pour s'entraîner de façon optimale. Mais c'est pas un avantage. Donc puisque on va être obligé de compenser. Donc, on va être obligé de forcer un petit peu d'utiliser la vitesse en forçant un petit peu pour que l'entraînement soit optimal. Tu me disais dans ton article, en fait, que au-delà d'une température de 37,5, il se produit plein de réactions biochimiques, en fait, et au niveau sanguin, pour rétablir comme ça la température, qui entraîne aussi une perte hydrique, hein, donc c'est toute cette sueur, cette évaporation, que en effet, tu me disais précisément que si la température du corps augmentait de seulement 3,6 degrés, la biochimie cessait et on mourait. Donc comme quoi on peut se priver de manger un tout petit moment, mais encore une fois, l'importance de boire est particulièrement si on est dans une atmosphère très très chaude et si on s'entraîne très très dur. Donc justement, c'est des cas extrêmes. C'est des cas extrêmes, hein, bien sûr, oui, c'est juste pour et notamment ça. Sportifs, je suppose que les marathoniens sont plutôt... Ils sont plus dans cette configuration-là, voilà, plus concernés que le culturiste. Par contre, voilà, dans les dangers de la déshydratation, qu'est-ce que tu pourrais aborder encore? Parce qu'on a tous vu, hein, en effet, nos performances baisser quand on boit moins. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, en termes d'hydratation pendant
avant, on va dire, hein, parce que ça, il y a tout un protocole que je voulais aborder hein, aussi. Donc je pense vas-y, je t'en prie. Donc en gros, hein, tu m'as parlé d'estomac vide, tu en as parlé un tout petit peu avant aussi, boire progressivement, par petites gorgées et régulièrement. Donc le protocole, si on part purement entraînement, avant, pendant, après l'entraînement, comment tu le conseilles aux internautes? Alors ce qui est important, c'est de boire de l'eau plutôt froide, puisque l'eau froide permet une meilleure assimilation. Et elle permet de réduire la température du corps. On l'a évoqué, tu l'as évoqué un petit peu plus avant. Donc, boire de l'eau froide, être à jeun et boire de l'eau entre nos séries, évidemment. Mais il faut, lorsque je dis boire de l'eau entre les séries, c'est qu'il faut y penser. Il faut pas, et puis il faut pas boire des quantités minimes. Il faut prendre le temps de se poser et de bien boire de façon à assimiler l'eau et de boire suffisamment d'eau pour utiliser l'eau pour la performance musculaire, la performance physique et la performance mentale, puisque c'est quand même lié. À chaque fois qu'on fait un effort musculaire, il y a un effet causé sur l'organisme et par rapport à ça, le cerveau va réagir d'une certaine façon, c'est-à-dire que on va peut-être opérer d'une certaine façon, tout simplement parce que la motivation n'est plus là. Oui, en tout cas parce qu'il y a eu une réaction au sein du corps qui fait qu'on va agir différemment. Au niveau justement de la vitesse d'absorption, puisque tu nous dis la notion de progression, de régularité tout au long de l'entraînement, entre les séries, plutôt des quantités correctes, en tout cas pas minimes, souvent avec un peu d'étirement, hein, mais on pourrait y revenir juste après, parce qu'après on parlera au final du protocole avant compétition. Là on est encore pendant l'entraînement. Donc vitesse d'absorption environ, et quelle quantité d'eau tu préconises, je dirais, pour les fans, puisque là aussi c'est tellement variable d'une personne à l'autre. Mais là on parle purement d'un culturiste de 75 kilos, on dira, à l'entraînement. Allez. Moi je vais dire que je vais parler de mon expérience personnelle. Et c'est une expérience qui va être valable pour tout le monde. Il va falloir que votre organisme s'adapte à la consommation d'eau et notamment à la grande consommation d'eau. Donc ça, c'est une première chose. 2, il faut une procédure particulière. Il faut des conditions exceptionnelles pour bien assimiler de grandes quantités d'eau. Et 3, ce qui est important, c'est l'effet causé sur l'organisme par rapport à l'entraînement, à l'intensité d'une série, etc., qui va créer une demande. Et c'est cette demande qui va justifier la consommation d'eau. Il peut m'arriver après une séance dure, une série dure, de boire un demi-litre d'eau d'un trait, ou trois quarts d'un litre d'eau d'un trait. Je prends la bouteille et je bois. Mais ça, c'est particulier. Oui, voilà, ça peut surprendre les fans qui nous écoutent là. Oui, ça peut surprendre bien sûr les fans qui nous écoutent. C'est pas un conseil que je donne. Je souhaite que les personnes se servent de mon expérience et de mon exemple. Trouver ce qui leur convient le mieux. Voilà, de façon à ce que ces personnes-là n'aient pas peur de boire de grandes quantités d'eau. Exactement. Donc on peut boire énormément d'eau, mais ça va dépendre du stress causé aux muscles et à l'organisme tout entier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement découvert. Et il faut que l'entraînement soit fait d'une certaine façon. Si par exemple on a le souci, comme tout le monde, parce qu'on vit dans un monde tellement rapide, de faire une séance d'entraînement très courte, très intense, parce que c'est la façon de faire, c'est la tendance, c'est la mode, et ça a toujours été la mode, il est évident que l'eau ne va pas être bien assimilée. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de manger 1 heure avant votre séance d'entraînement, oubliez de boire de l'eau. C'est pas utile, puisque vous n'allez pas pouvoir assimiler l'eau. Donc il faut que l'estomac soit vide. Alors mon conseil, c'est de manger par exemple un repas plutôt léger et assimilable, au moins 3 heures avant une séance d'entraînement. On est tout à fait d'accord. Bien loin de la séance d'entraînement, contrairement à ce que la plupart font. Placer la séance d'entraînement
à une heure qui va nous permettre d'avoir les conditions optimales pour assimiler l'eau. Et voilà. Donc ça c'est important aussi. On parlait de quantité d'eau, donc qui est plus ou moins variable en fonction des individus. On sait qu'en nous, le corps opère toujours des régulations constantes. Anabolisme, catabolisme, sodium, potassium. Et du coup, j'en viens à l'eau. L'équilibre hydrique est hyper important pour la santé en général. Et il peut varier en fonction, bien sûr, de beaucoup de conditions, dont un entraînement très intensif, une sueur abondante. Tu parlais de conditions optimales, justement, pour permettre l'absorption d'eau. Quand cette absorption, donc, elle est réalisée et réussie, tu parles dans ton article, tu parles de rétention d'eau qui nous intéresse musculaire et non pas sous-cutanée. Tu peux nous développer un petit peu cette pensée-là? Oui, puisque on peut se servir du muscle un peu comme une pompe qui va nous permettre donc d'utiliser l'eau. Donc, si l'entraînement est bien fait, si l'entraînement est correctement fait, on assimile. Et si les conditions sont là, sont présentes, être à jeun, etc., on va assimiler de façon optimale l'eau. Et donc, en assimilant bien, la réponse va être plutôt musculaire, c'est-à-dire qu'on va emmagasiner de l'eau dans les tissus musculaires et non pas sous-cutané. Voilà. Bon, il y a toujours un petit résidu d'eau qui va se promener entre le muscle et la peau. Surtout vers la fin de séance, quand même. Hein. C'est minime, mais ça va aussi dépendre de notre forme musculaire, de notre condition musculaire, de notre définition musculaire. Donc moi, je me suis aperçu personnellement que plus j'étais défini et plus j'avais la possibilité de bien assimiler l'eau et de bien donc hydrater mes muscles. Et l'inverse est aussi vrai. Ça me donne peut-être un axe de réflexion, parce que j'allais justement te poser la question suivante, c'est, tu as dit qu'il fallait être quand même habitué pour boire des quantités de plus en plus grandes d'eau. Comment on habitue son corps? Comment on va être beaucoup plus performant pour assimiler l'eau intramusculaire? Comment ça se passe? Quel protocole là aussi tu peux nous donner? Est-ce que c'est parce qu'on devient de plus en plus défini, donc il faut avoir une meilleure condition physique? Ou est-ce qu'il faut faire comme toutes les choses, commencer que 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, etc. Voilà, c'est ça. Alors, si tu veux, ce que tu viens de dire à la fin, donc, est important. Qu'est-ce que tu disais d'ailleurs? En gros, je te disais, vu que tu préconisais de boire l'estomac vide, mais que certains vont y arriver à assimiler beaucoup d'eau et d'autres non, comment s'améliorer? Comment celui qui nous écoute aujourd'hui ou celle qui nous écoute va se dire, bon, moi j'ai pris en considération ce que vient de dire Francis Benfato, donc je vais mettre en application. Par contre, j'arrive pas à supporter beaucoup d'eau, donc comment je vais faire pour doucement améliorer cette capacité-là aussi? C'est un petit peu comme l'entraînement, il faut habituer son organisme à boire de l'eau, donc il faut commencer de façon progressive. On peut boire par exemple 1,5 litre d'eau lors d'une séance d'entraînement et puis on augmente au fur et à mesure ces quantités d'eau pour avoir une quantité précise qui nous convient à nous par rapport à notre niveau, par rapport à l'effort musculaire. Plus l'effort sera musculaire et plus on pourra assimiler, mieux on pourra assimiler l'eau. Et l'inverse est aussi vrai. Donc c'est vraiment un effort musculaire. Hein. Oui. Lorsque l'effort n'est pas musculaire, il est beaucoup plus difficile d'assimiler l'eau. Le stress donc physique, organique, etc., physiologique, nous permet de conserver l'eau et même dans la vessie. Oui. Donc on n'a pas envie d'aller aux toilettes justement parce qu'il y a un stress physique qui est assez important. Et donc, on peut se permettre de conserver donc de grandes quantités d'eau dans les muscles, dans le corps et même dans la vessie, sans avoir envie d'aller aux toilettes. Mais il faut aussi s'habituer à ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien assimilé l'eau et qu'on est habitué à cette procédure de se recharger en eau lors d'une séance d'entraînement, eh ben, il y a plus, le corps n'a plus envie de se débarrasser de l'eau comme auparavant. C'est-à-dire qu'au début, il est évident que quand on boit 1 litre, 1,5 litre, 2 litres d'eau, on va aller aux toilettes fréquemment. Et puis après, on ira de moins en moins fréquemment. J'arrive à boire des litres d'eau le matin, je vais pas aux toilettes toutes les 5 minutes, même après ma séance d'entraînement. Parce que mon organisme retient l'eau, mes muscles retiennent l'eau. Parce que j'ai habitué mon organisme, mes muscles, etc., à cette procédure. Il y a une adaptation, un phénomène d'adaptation qui s'est créé.
parle-nous un petit peu de toutes ces publicités, certaines mensongères, mais certaines publicités qui nous parlent de boissons isotoniques, tu sais. On parlait tout à l'heure d'eau pure. Toi, tu conseilles des boissons avec des rajouts de sels minéraux ou de l'eau pure. Et on entend tout et rien sur Internet. Et Internet, c'est une formidable source d'information, mais aussi de désinformation. Donc, encore une fois, nous, on donne des pistes de réflexion, on donne des conseils, mettez en application, regardez ce qui vous convient le mieux et tirez-en la quintessence, la substantifique moelle. Ouais. Donc, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on boit des boissons préparées, qu'on achète, qui sont préparées avec des minéraux et puis du sucre, du fructose ou du glucose, etc., etc., on est limité quant à la quantité d'eau. Donc, on ne peut pas se permettre de boire 3 ou 4 litres d'eau. Et si on a besoin de boire 3 ou 4 litres d'eau, eh ben, on ne pourra pas le faire avec ces boissons. Donc, voilà. Donc, l'eau pure, par contre, on peut se permettre, il n'y a pas de limite. On peut boire énormément d'eau. On a évoqué un petit peu avant l'exemple de l'athlète, du sportif de haut niveau qui s'entraîne plusieurs heures par jour. Il peut boire jusqu'à 9 litres d'eau. Des quantités voilà, phénoménales, comme tu disais tout à l'heure. C'est phénoménal, et puis c'est un sportif. Hein. Alors maintenant, imaginons le bodybuilder qui, lui, a beaucoup plus de muscles qu'un athlète de 75 kilos qui a à peu près, disons, 8 ou 9 kilos de tissu musculaire sur 75 kilos de poids-corps. Eh ben, un culturiste peut avoir jusqu'à 12 ou 13 ou 14 kilos de masse maigre pour la même taille et le même poids de corps, 75 kilos. Donc, il va devoir boire beaucoup plus qu'un athlète de haut niveau qui s'entraîne plusieurs. À condition que ce même culturiste-là s'entraîne des heures. Oui. Donc, voilà, lorsqu'il est en préparation de concours, lorsque il s'entraîne, par exemple, en double split, un groupe ou deux groupes le matin, un groupe ou deux groupes l'après-midi, et il s'entraîne 1 heure, 1h30 le matin, 1 heure, 1h30 l'après-midi, plus le cardio-training, etc. Bon, ben là, il y a beaucoup de travail intensif, et donc, il a besoin de s'hydrater fortement pour compenser par le travail intensif, sachant que le travail intensif consomme énormément d'eau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'idée de boire de l'eau est de s'en servir pour améliorer ses performances musculaires, physiques et mentales, puisque ça va ensemble. L'idée d'améliorer ses performances, c'est de pouvoir, au sein d'une séance d'entraînement, stimuler la croissance du muscle. Donc, il est impératif de boire suffisamment d'eau pour avoir les capacités de pouvoir stimuler la croissance du muscle exercé. Je vais, pour conclure cette partie-là, je vais lire un petit passage. Je m'étais noté à lire, ça résume un peu ce qu'on a dit. Si l'eau est bien assimilée par l'organisme, la rétention d'eau sera donc essentiellement musculaire et non pas sous-cutanée. Ah, d'accord. Là, on est en page 3, non? Page 3, c'est ça, oui, tout à fait. C'est ça. Il est donc possible de faire une recharge à l'eau, ça résume en fait ce que tu viens de dire pour ceux qui nous écoutent, et gagner en volume, en densité et même en définition, et tout cela dans un temps relativement court. Cette recharge à l'eau pourra être produite lors d'un échauffement spécifique et approprié d'une durée approximative de 2 heures. Alors c'est là où je voulais en venir en fait. On parlait d'entraînement. Moi ce qui m'intéresse c'est l'échauffement aussi. L'échauffement. Revenons un tout petit peu avant dans le temps, parce que moi je l'ai essayé hier à l'entraînement. Tu vois, j'ai pris un peu plus de temps. Alors ceux qui nous écoutent savent que j'utilise ta technique. Je l'utilise pas tout le temps, hein, mais enfin tout le temps, exclusivement plutôt. Je l'utilise en tout cas tout le temps à chaque entraînement. Et après, je fais ma sauce parce que je l'ai combinée encore une fois. Je me la suis un peu appropriée, la PPM. Et elle devient la PPM Eric, tu vois, à ma manière, etc. Mais je me suis échauffé. Comme un grand chef cuisinier, quoi. Exactement. Et j'invite tout le monde à faire pareil parce que, je le disais, ta méthode, c'est vraiment le b.a.-ba que tout le monde devrait connaître et appliquer à chaque entraînement. Mais on y reviendra. Donc, je me suis échauffé. À chaque échauffement, je buvais estomac vide. Je suis allé m'entraîner un peu bien loin de mon petit déjeuner. En fait, c'était bien plus loin parce que j'ai bossé entre-temps. Et c'est vrai que j'ai eu une sensation vraiment de bien-être et la fatigue est apparue bien plus tardivement, tu vois. Et c'est la première fois d'ailleurs que je buvais autant pendant un entraînement parce que j'en ai rajouté beaucoup pendant l'échauffement, pendant les étirements, entre les séries et tout au long de l'entraînement. Alors que d'habitude, c'était... Allez, dès que j'ai un peu le mental qui décroche un peu de la série que je viens de faire, je pense à parce que je vois ma bouteille. Non, là c'était programmé et il y avait un suivi et je me suis senti bien mieux.
Il faut créer la demande. Oui. Donc, si tu crées la demande, et puis il faut avoir le réflexe, il faut que ça fasse partie d'une séance d'entraînement. Voilà. Il n'y a pas que des exercices, des techniques d'entraînement, etc. Les exercices, les meilleurs programmes d'entraînement, les techniques d'intensification peuvent être réduites au minimum si on n'est pas bien hydraté. Donc, il faut avoir sa bouteille d'eau avec soi, remplir régulièrement sa bouteille d'eau et boire autant que possible. On peut assimiler, autant que possible. Voilà, en fonction de l'assimilation. Mais encore cette importance fondamentale de l'eau, parce qu'on a parlé de l'importance au niveau nerveux de rentrer progressivement dans une séance. Donc les gens, ça l'ont compris en écoutant nos podcasts. Et pour ceux qui prendraient ce podcast en cours et qui ne les connaissent pas, allez sur YouTube, Bodybuilding Rules. Vous allez en trouver plein, il y en a beaucoup. Et n'hésitez pas à les partager, ça nous fera plaisir et ça nous motivera pour en faire d'autres. Hein. Vous connaissez mon discours. J'enchaîne sur... oui. La plupart des bodybuilders négligent l'eau tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de l'eau. C'est pas utilisé. Moi, j'ai appris à boire de l'eau en 1991 lorsque je m'entraînais au Gold Gym et que j'ai vu les champions américains, les professionnels, avec des gallons d'eau 75 ou même un petit peu plus. Oui, c'est vrai. Et ils buvaient régulièrement entre les séries. Ils buvaient de l'eau. Ils avaient compris déjà l'importance de l'eau. Et donc, moi, je buvais pas comme tout le monde avant de vivre aux États-Unis. Je buvais normalement quand j'avais soif à table ou peu, et j'avais donc les aliments qui me permettaient d'être hydraté. Mais lorsque j'étais au régime, et ça c'est important aussi de le dire, entre parenthèses, je t'ai pas envoyé. Tu me parles à la fin de un peu de compétition, tout ça, donc on va l'aborder aussi. Non, hein. Le régime. Régime, d'accord. Lorsqu'on est au régime, on est le candidat à être complètement déshydraté. Le culturiste de compétition qui est au régime est fortement déshydraté. Mais bon, il est motivé et il a un programme à suivre, il suit son programme, mais il est fatigué, il est de plus en plus déshydraté. Plus la date de la compétition approche, et moins il peut s'entraîner de façon efficace, et plus de chances il a de perdre du tissu musculaire puisqu'il n'a plus d'énergie. Et donc, étant donné qu'il est en ration calorique basse, eh ben, il a beaucoup de chances d'entamer de cannibaliser ses muscles lors d'une séance d'entraînement et entre les séances d'entraînement, tout simplement parce que il est en basse calorie. Donc c'est encore plus important pour un culturiste qui se prépare de boire de grandes quantités d'eau, notamment avant la date de la compétition. Pour ceux qui ont du mal à boire, quel conseil tu peux leur donner pour, au-delà de se dire oui, il faut le faire comme l'entraînement, comme la qualité d'entraînement, de la récupération, au-delà de se l'imposer? Est-ce qu'il y a des petites astuces, des petites choses que tu pourrais conseiller? Ben, il y a l'habitude qui va nous permettre de boire de l'eau et d'accepter ce goût neutre. Il y a pas de goût. Oui, parce que beaucoup commencent à rajouter des sucres, et alors là, c'est le début de la fin. Hein. Il y a des sucres, on en a partout dans l'alimentation. Il vaut mieux éviter, et encore plus si on parle de compétiteurs. Donc là, c'est exclu hein, totalement. Hein. Bon, tout dépend. C'est sûr que si tu mets une cueillère, par exemple, plate à café de sucre dans une bouteille d'1,5 litre d'eau, bon, ça va permettre certainement d'améliorer un petit peu le goût, même si c'est pas grand-chose, une cuillère à café plate dans 1,5 litre d'eau. Et ça va permettre aussi certainement, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, de mieux assimiler l'eau. Donc c'est une bonne chose que de rajouter modérément un petit peu de sucre dans son eau pour faciliter la consommation. La consommation en termes de plaisir, de goût. Pour ceux qui, on en connaît beaucoup, hein, qui conseillent, je l'ai fait moi aussi, des boissons fortement glucidiques pendant l'entraînement. Donc on a un petit peu parlé tout à l'heure. Tu conseilles les deux, c'est-à-dire un petit peu parce que peut-être on va baisser en performance, parce qu'on a un taux de glycogène, donc de taux de sucre dans le muscle. Hein. Est-ce que tu me vois sourire? Oui, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que comme ça tu vas pouvoir débattre. Moi aussi j'aimerais en parler, mais je préfère que ce soit toi, c'est plus crédible. Donc voilà, il y a ceux qui se disent que sans boisson glucidique, ils peuvent pas tenir la séance. Voilà. Moi je suis convaincu que l'eau plate, que l'eau pure, sans rien,
permet d'améliorer son bien-être, son état, une séance d'entraînement. Et donc, les boissons sucrées vont limiter la consommation d'eau. Les boissons sucrées vont faire l'effet yo-yo, pic d'insuline, hyperglycémiant, hypoglycémiant, etc. Voilà, hypo. Et donc, on va avoir un effet, si tu veux. On va dire, waouh, on a trouvé ce qu'il fallait, eh ben, il me faut cette boisson-là, et on va se sentir bien pendant une demi-heure, et au bout d'une demi-heure ou 45 minutes, eh ben, il va y avoir donc cette baisse d'énergie, cette fatigue, la concentration va baisser, etc. Et c'est le signe, donc, de ce que tu disais. De ces fluctuations au niveau pancréatique, pic d'insuline et l'inverse. Après, on devient en hypo, et après, c'est le glucagon qui se déclenche. Tout à fait. C'est un petit peu comme des boosters que tu prends avant l'entraînement, de façon à améliorer tes performances. Alors, il y a des boosters qui sont très dosés en caféine et en stimulant, qui permettent vraiment d'améliorer ses performances, mais ça ne dure pas. L'énergie n'est pas maintenue durant toute la séance d'entraînement. Et puis après, il y a des boosters de qualité qui permettent d'obtenir une énergie constante, parce que la formulation de ces boosters-là permettent cet effet. Et donc, c'est un petit peu comme ça, quoi. C'est l'eau, si tu veux, avec une formulation spéciale pour améliorer les performances lors d'une séance d'entraînement. Et puis, il y a l'effet donc secondaire qui arrive. Ben, le booster, c'est pareil. Oui. D'où, encore une fois, la qualité de l'eau et de certains compléments alimentaires, voilà, que l'on conseille et que toi, tu vends, hein, sans faire de publicité, mais les gens le savent. Ouais, il faut pas avoir peur de faire de la publicité. Voilà. C'est les Américains qui s'en privent pas. Hein. Oui. Eh ben, toi, tu en proposes, hein. Je sais que ça marche d'ailleurs très bien en France, hein. Ça démarre très bien. Si on fait un peu de publicité pour un Français, ben pourquoi pas. Hein. Eh ben, alors, je vais pas m'en priver puisque le patron du magazine c'est moi, donc je peux me le permettre. Donc, voilà. Tu as démarré en Inde, ça a cartonné, tu développes ça un petit peu partout en Europe. En France, tu commences à avoir pas mal de revendeurs. Je vois sur les réseaux sociaux les retours, apparemment ça fonctionne très bien, hein, les gens en sont contents et il n'y a pas ces effets yo-yo justement. Absolument, on a un performance booster et on a un lipocut, un fat burner, donc on va avoir un troisième produit qui va être un complexe d'acides aminés branchés qui va arriver en fin d'année, là, voilà. Et donc, progressivement, tu sais que moi, je travaille de façon progressive. Ah, mais tu as bien choisi ce mot, hein. On va amener une gamme de produits homogènes, efficaces et sans effet secondaire pour la santé des utilisateurs. Et voilà, et ça c'est mon souhait. Et c'est le plus important, parce que comme tu préconises justement la longévité et la santé, vous êtes quelques-uns à proposer des produits, moi j'y crois, hein, de qualité. Inversement, il y a d'autres marques que je citerai bien sûr surtout pas, où je suis bien moins certain de la qualité. Et donc voilà, moi je tendrai plutôt vers des gens comme toi et d'autres qui font partie du magazine aussi. Je vis en Afrique du Sud, c'est exactement pareil. Il y a des gammes. Il y a des gens très peu soucieux de la santé, hein. Ça on va pas l'inventer, hein, sans être paranoïaque. Il y a des gammes de suppléments qui sont médiocres. Mais bon, le prix justifie donc l'achat de ces gammes médiocres. Et voilà. Donc c'est comme ça dans le monde entier. Toujours. Pas seulement en France. On va tendre. Après, n'hésite pas à intervenir si je loupais des choses, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de points à aborder. Mais on essaye de pas rentrer trop spécifiquement non plus dans chaque point. Ça serait peut-être un peu trop pour les internautes. On va parler maintenant purement du compétiteur. Puisque moi, quand j'ai annoncé qu'il allait avoir ce podcast-là, et que j'ai dit qu'il allait y avoir des choses qui allaient surprendre un petit peu les compétiteurs, et ils se sont tous dit, on se frotte les mains et on attend ce prochain podcast, donc podcast qui va sortir dans le magazine de septembre, avec en couverture en plus quelqu'un que tu admires, Frank Zane. Donc un magazine qui va être très lu, je pense. Et donc notre podcast, j'espère, beaucoup vu et beaucoup relayé. Hein. N'hésitez pas à relayer parce que vous êtes un peu timide à ce niveau-là. Il y a des conneries qui sont partagées à centaines de milliers de vues. Et nous, non. Donc, nous, on a 1000, 4000 pour certaines vidéos. Ben, de 4000, il faut qu'on monte à 10 000, à 20 000, à 50 000, etc. Donc, je compte sur vous, fans, hein, et culturistes ou pratiquants lambda, pour partager des choses que vous jugez, j'espère, sensées, légitimes, etc. Donc, petite info, donne-nous un petit peu des protocoles.
qui seront peut-être les mêmes que les culturistes lambda, ou peut-être qu'ils vont aller à l'inverse de ce qu'ils font. Certains se privent d'eau totalement, on parle de déshydratation, après font des rebonds en eau, alors chacun a son protocole, mais il y a quand même une base. Parle-nous un petit peu de comment toi tu faisais avant une compétition pour te recharger en eau, les jours qui précédaient, oui, le jour du concours même. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas tout le temps fait une recharge à l'eau. La seule et unique recharge à l'eau que j'ai faite, c'est lors de mon comeback au Grand Prix d'Australie, à l'âge de 48 ans. Et elle a été réussie puisque, comme je l'avais dit auparavant, j'utilise l'eau non seulement sous forme d'énergie pour améliorer les performances, mais aussi pour faire une recharge musculaire à l'eau. Donc, avant, c'était des rebonds classiques, rebonds glucidiques, déplétion glucidique, rebonds glucidiques. Tout dépendait, si tu veux, de l'état, de la qualité musculaire dans laquelle je me trouvais avant d'envisager un rebond. Si je n'avais pas la qualité musculaire requise, je faisais pas de rebond. Je prenais pas de risque. Par contre, si j'étais bien défini, je pouvais me permettre de faire un rebond. Mais ça n'a jamais été des rebonds trop importants puisque il y a toujours des risques avec les rebonds, la recharge glucidique. Il y a toujours des risques. C'est ce qui explique qu'il y a très peu. Il y a très peu de professionnels qui sont à la pointe de notre discipline sportive qui réussissent à être dans une forme exceptionnelle pour des grandes rencontres comme l'Olympia, l'Arnold Classic ou autre. Donc c'est très très difficile. Par contre, ils recherchent au jour d'aujourd'hui, ils recherchent ce compromis entre l'intensité et la définition musculaire. Et c'est ce que j'ai réussi à créer avec succès lors du Grand Prix d'Australie. Lors du Grand Prix d'Australie, j'étais en décharge glucidique totale et écorché, je dois le dire, écorché à un poids de corps de 85 kg. Lors du préjugé, en l'espace de 2 heures, je suis passé de 85 kg à 90 kg en étant plus gros, plus dur et beaucoup plus défini. Au niveau du compromis, c'était assez exceptionnel. C'est exactement ça. Les culturistes, en règle générale, prennent... bon, tout dépend du poids de corps, mais entre 3 à 5 kilos de poids de corps, mais en l'espace de 3, 4, 5 jours. Je me rappelle de Labrada qui commençait ses recharges 5 jours avant l'Olympia. C'est ce que tu dis. Oui. Toujours là ? Oui, toujours là. On a eu une légère micro-coupure, mais ça va. Oui, j'ai senti. Impeccable. Donc, je montre ça. Vous n'arriverez pas à lire, cher internaute, voilà. Mais en fait, ce sont les notes que j'ai prises. Il y a du stabilo jaune. Et en effet, voilà, moi j'avais bien stabiloté, j'ai mis 2 points d'interrogation, le fameux chiffre que tu viens de citer de 5 à 6 kilos. Parce que on le connaît sur plusieurs jours, en tout cas les 2 derniers jours, voire la veille après le concours, la pesée effectuée, le rebond est en route, etc. Et là, hop, il y a donc une surcompensation de l'organisme au niveau fixation d'eau, etc. Mais en présence de beaucoup de glucides. Donc on parle de recharge glucidique. Ce qui est étonnant chez toi et ce qui va surprendre beaucoup d'internautes, c'est pour ça que celui-là, il est un peu exclusif, le podcast, de parler vraiment spécifiquement aussi de ça, au-delà des bienfaits sur la santé. C'est cette capacité à avoir réussi grâce à cet entraînement que tu fais avec ton corps progressif pour qu'il assimile de plus en plus d'eau intramusculaire pour arriver à ce chiffre phénoménal de 6 kilos, 5 à 6 kilos de plus intramusculaire sec. Formidable. En l'espace de 2 heures. En l'espace de 2 heures. Alors, est-ce que tu crois que suite à ça, il y en a d'autres qui vont essayer avant les compètes, quand même, pour pas se louper? Qu'est-ce que tu peux leur dire à tout cela? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que je peux leur dire, c'est qu'il y a des conditions aussi. Les conditions optimales, les meilleures conditions possibles, c'est d'être donc le plus sec possible. D'être en décharge. Oui. Modéré, puisque si on veut commencer à essayer donc la recharge à l'eau, faire ça 15 jours avant et voir un petit peu ce qui se passe lors des séances d'entraînement. Séances d'entraînement qui vont nous permettre de beaucoup s'hydrater, de voir un petit peu ce qui se passe donc au niveau de l'effet visuel causé après cette séance d'entraînement. Donc ça sera le moment de travailler son posing, de voir un petit peu aussi l'effet donc de l'hydratation à l'eau, de la recharge à l'eau. Voilà. Si elle va bien au niveau intramusculaire ou sous-cutané. On va faire une évaluation au niveau du volume, de la densité, de la définition, sachant que ce qui est important, c'est de conserver un maximum de définition possible. Mais le compromis, souvent, peut faire la différence. Être écorché, c'est bien, mais j'ai remarqué que quand certains culturistes étaient écorchés, ils étaient plats.
Ouais, ils étaient en rondeur, et en par contre, densité. ils étaient couchés. Alors, quand ils étaient après un échauffement, posement, etc., ça sortait bien, mais le muscle n'était pas volumineux. Donc, Rond, il y plein, avait, oui. Hmm. c'était un peu mou. Ça manquait de volume, tout simplement, parce que D'accord. le muscle était totalement déshydraté. Alors, l'avantage de faire une recharge à l'eau lors d'une séance d'entraînement avec des conditions spécifiques comme étant déjà près de la date de la compétition, étant suffisamment sec et n'ayant pas trop de glycogène aussi dans le muscle, c'est de vérifier par soi-même l'effet causé lorsqu'on boit 2, 3, 4 litres d'eau lors d'une séance d'entraînement pour les pecs, les cuisses ou autre, quoi. D'accord. Oui, parce que techniquement, si tu avais pris 5 kilos, c'est qu'à minima, tu avais bu 5 kilos d'eau, en fait, 5 litres d'eau en l'espace de 2 heures. Ça veut dire que voilà, l'assimilation devait être totale, parce que sinon tu aurais eu au niveau de l'estomac, si tu n'avais pas assimilé, c'est une quantité phénoménale. Hein. Voilà. Il y aurait un gros souci. Alors donc, à jeun, Mmh. estomatique. Alors même si le préjuging était, par exemple, je me Ouais. souviens plus, mettons à 11 heures ou midi, je faisais mon premier repas, par exemple, à 5-6 heures du matin pour avoir quand même Mmh. de l'énergie Oui, quand même. par rapport donc à un repas solide. Ouais. En plus de ça, après j'ai attendu donc le délai suffisant pour assimiler, sachant que un repas composé de protéines et de glucides ne peut être digéré que qu'en plusieurs heures. Plusieurs heures. Plusieurs 3, heures. 4, Donc 5. pour avoir l'estomac complètement vide et pour permettre l'assimilation de l'eau froide, j'insiste, lors d'un échauffement spécifique, puisque l'échauffement dans les coulisses se faisait aux élastiques avec un protocole particulier, c'est-à-dire qu'il y avait des groupes musculaires que j'échauffais. Évidemment, j'échauffais pas les cuisses, mais les pectoraux, les dorsaux, les épaules, les triceps, les biceps. Donc il y avait un programme d'entraînement, un circuit d'entraînement fait aux élastiques qui permettait l'assimilation de l'eau. Parce qu'encore une fois, et il est important de se servir du muscle un petit peu comme d'une pompe pour pouvoir assimiler l'eau et pour pouvoir bien la distribuer dans les tissus musculaires. Donc j'ai mis en place un programme d'entraînement aux élastiques dans les coulisses qui m'obligeait, pour la bonne cause, à commencer l'échauffement 2 heures avant, alors que les professionnels s'échauffent Quelques tout au minutes. plus 20 minutes, Ouais, voilà, un 20 quart minutes d'heure, 20 minutes. maximum. Certains s'échauffent très peu, d'autres un peu plus, mais dans l'ensemble, 20-25 minutes avant de monter sur scène pour le préjuging, les professionnels dans les coulisses, tous ensemble, commencent donc leur protocole d'échauffement. Et moi, je commençais 2 heures avant. Donc j'avais une séance d'entraînement avec un programme bien spécifique, avec un circuit d'exercices, comme je l'ai souligné, pour certains groupes musculaires, notamment le haut du corps, qui me permettaient donc d'assimiler l'eau, de bien l'assimiler et d'être plus gros, plus dur et plus sec, évidemment beaucoup plus lourd, puisque j'étais au préjuging, j'avais ma bascule avec moi dans les coulisses, à 90 kg de poids de corps, alors que j'étais le matin même à jeun à 90 Alors, kg. les Vince Taylor, les Brent Warren à l'époque, là, sur scène au Grand Prix d'Australie, ils ont dû être un peu étonnés quand ils t'ont vu 2 heures avant, 2 heures après quand tu es arrivé sur scène. Et c'est vrai que les photos, j'en passe là aussi en incrustation. On voit bien que tu es hyper massif, hyper plein en tout cas, et que malgré le poids qui est beaucoup plus faible que des colosses de 20 kilos de plus, Branche Warren, par exemple. tu tiens très très bien sur la photo que je glisserai là à l'instant. On vous voit tous les deux de dos, je l'ai en tête, hein, c'est pour ça que je sais que je pourrais la mettre au montage. On voit pas la différence hein, vraiment de poids, hein, un peu dans les cuisses, mais sinon on voit pas. Hein. Oui, non, on voit pas la différence de poids, c'est vrai, mais si on étudie bien la photo, on voit surtout le volume, un volume énorme. Je vais conseiller aux internautes de bien étudier la photo et de se concentrer sur, par exemple, les groupes musculaires qui sont mis en avant lors d'un double biceps de dos, comme par exemple les bras, les épaules, le dos et tout. Et on voit bien Branche Warren, deuxième à Monsieur Olympia quand même, et on me voit bien juste à côté de lui, et on voit bien les différences au niveau du volume, de la densité et de la définition musculaire, de la séparation des muscles, etc. J'ai réussi à créer une illusion assez incroyable, je dois le dire, qui m'a fait apparaître plus gros, plus dur et plus sec que Branche Warren dans cette pose-là spécifique, notamment pour le haut du corps, il faut être honnête quand même, puisque évidemment au niveau des fessiers, des arrière-cuisses, des cuisses, des mollets, c'est autre chose, Branche. Mais au niveau du haut du corps, il n'y avait pas photo, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus impressionnant que lui. Ah, largement, en toute objectivité. Hein.
Non, mais il faut dire, il suffit de voir les photos. Voilà. Mais ceux qui écoutent, c'est une chose. Ceux qui verront en même temps auront leur propre opinion. Tout ça pour dire que c'est passionnant, c'est un peu déroutant. Sans parler, pardon, excuse-moi, oui, je t'en prie. C'est très important pour ne pas oublier. Sans parler de l'énergie, il ne faut pas oublier que j'étais le premier à prendre les pauses et le dernier à finir. Même Branche Warren qui était fatigué lors des comparaisons, etc. Je l'ai pris par le cou et je l'ai ramené au devant de la salle pour faire des pauses avec lui. Et il était exténué. Donc c'est un avantage encore colossal face à ses compétiteurs. Branche Warren à l'époque avait 30 ans et moi j'en avais 48. Tu te rends compte? Bel exemple. Le plus en forme sur scène, pas seulement au niveau de la définition musculaire, puisque ça il faut le dire. Ce qui m'a empêché tout simplement de faire le top 3 au niveau du classement, c'est ma déchirure au pectoral droit. Oui, la symétrie malheureusement, voilà. C'est ce qui a fait la différence. Mais bon, ça m'a pas empêché de prendre plaisir à faire cette compétition, de me préparer, etc. Et surtout de mettre au point cette recharge à l'eau, encore une fois, et qui m'a permis d'être en pleine forme au niveau de mes possessions, si tu veux, pas de mes possessions, mais de mes facultés physiques, voilà, physiques, mentales. J'avais énormément d'énergie sur scène. J'étais l'athlète qui avait le plus d'énergie sur scène. Tout simplement parce que j'étais fortement hydraté. Oui. Et inversement, on le voit à chaque concours, ceux qui sont déshydratés, ils pâlissent et ils perdent presque connaissance. On les voit derrière la scène, on les hydrate un petit peu, peut-être de minéraux, un peu de sucre, etc. Et puis ça repart. Oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majorité des culturistes prennent des diurétiques. Et le diurétique... Voilà, je ne l'ai pas abordé, mais bien sûr. Oui. Non, mais attention, voilà, oui, parle-en, au contraire. Oui. Cause, si tu veux, le bodybuilder, une fatigue extrême. Conséquente, extrême, puis tout simplement parce que non seulement on est dans on est déshydraté, mais en plus de ça, on perd ses minéraux, etc. Donc c'est ce qui explique la fatigue extrême. Et puis les accidents graves qui sont arrivés à beaucoup de culturistes qui à l'époque utilisaient beaucoup de diurétiques. Beaucoup de diurétiques. Donc bien sûr, nous on ne conseille pas et faites attention si vous le faites. Francis, moi j'ai fait un peu le tour du sujet. Bien sûr, on pourrait partir encore pendant des heures, mais je veux essayer de rester dans des formats accessibles aussi, même pour les passionnés qui n'ont pas peur d'écouter d'un trait nos podcasts. D'autres peuvent le réécouter en plusieurs fois. Hein. Est-ce que tu aimerais aborder certains points que j'ai pas assez évoqués ou des questions que j'ai pas éventuellement mis en avant? Est-ce que tu as d'autres points comme ça? Moi, je voudrais faire un petit résumé sur les conditions appropriées pour réussir à utiliser l'eau comme un outil pour améliorer ses performances et donc sa croissance musculaire, la stimulation de la croissance musculaire au sein d'une séance d'entraînement. Donc, indispensable, être à jeun, avoir un entraînement très progressif pour ne pas trop stresser l'organisme au début et permettre l'assimilation de l'eau, boire de l'eau froide plutôt, et n'ayez pas peur de boire et d'expérimenter les bienfaits de l'eau, puisque vous avez l'opportunité lors d'une séance d'entraînement, les meilleures conditions de bénéficier de l'eau, puisque vous allez pouvoir... Et de développer cette faculté d'assimilation. Oui, de développer cette faculté d'assimilation, et puis de aussi consommer beaucoup plus d'eau. Ouais. Et sachant, comme on l'a dit au tout début de notre podcast, qu'il est préférable de boire plus que de manger plus. Tu l'as souligné aussi, on peut tenir des mois sans manger, mais uniquement quelques jours sans boire un niveau d'eau. Tout à fait. C'est parfait, Francis. Superbe résumé. Ce qu'on propose tous les deux, Eric, c'est quelque chose d'original, d'avant-gardiste. C'est-à-dire que je ne vais pas parler, si tu veux, de ce qui a déjà existé, puisqu'il y a d'autres personnes qui le font, qui l'ont fait et qui vont continuer à le faire. Moi, ce que je propose, c'est des entraînements originaux et avant-gardistes qui donnent des résultats positifs sans effet secondaire sur la croissance musculaire. On abordera aussi l'alimentation, la supplémentation, on parlera du posing aussi. Donc, tous les conseils que je les donne par rapport aux connaissances que j'ai emmagasinées grâce à mes coachs que j'avais, donc comme Bernard Lambert dans les années 80, 85, 87, comme René Même, qui a pris le en 1989. René Même qu'on va faire intervenir avec toi, hein, rappelle-toi, hein, dès qu'on va arriver à caler ça, on va se faire un petit truc ensemble, ça va être sympa. Hein. Et d'autres qui veulent intervenir, tu le sais, hein, dans nos podcasts. J'ai emmagasiné beaucoup de connaissances grâce, si tu veux, à mes profs que j'avais, donc à mes débuts, à mes coachs comme Bernard Lambert et René Même,
Et puis après, ben, j'ai fait cavalier seul. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est basé sur 42 ans de connaissances et d'expérience que je mets au service des internautes de bodybuilding rule. Moi, je m'évertue au jour d'aujourd'hui de proposer une préparation de bodybuilding à travers, si tu veux, donc nos podcasts, que ce soit l'entraînement, l'alimentation, la supplémentation, aujourd'hui on a évoqué l'eau, etc., mais sans effet secondaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce souci, lorsque je prépare quelqu'un, lorsque je donne des conseils, il y a toujours ce souci que ce soit fait dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas d'effet secondaire sur la santé et sur la longévité. Parce que faire progresser une personne, c'est possible. Mais faire progresser une personne, permettre à cette personne d'atteindre son potentiel génétique maximum sans aucun effet secondaire sur la santé, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Et on me sollicite en ce moment, c'est assez bizarre, d'ailleurs ça tombe bien que tu en parles, on me dit Magazine Bodybuilding Rousse s'axe en effet vers la santé plus que le bodybuilding pur et dur. Alors bien évidemment, il continuera à parler de bodybuilding pur et dur et relater les compétitions, puisque c'est pour ça que je l'ai créé aussi, pour mettre en avant des gens qui, à mon avis, n'étaient pas assez mis sous la lumière. En plus, on n'avait plus le magazine Monde du Muscle papier, il était temps que quelque chose arrive pour prendre le relais. Et je suis fier de tout ce qu'on a fait tous ensemble, donc avec les différents collaborateurs dont tu fais partie. Mais, je tiens à préciser qu'il y a une grosse tendance que je continuerai à amplifier, parce qu'on me dit, Eric, attention, tu mets aussi souvent des athlètes énormes, surdimensionnés, tu fais l'apologie du dopage. Alors pas du tout, je fais l'apologie de rien du tout moi. Moi je parle, j'informe, j'essaie de prendre des conseils voilà, parmi les gens qui ont la légitimité pour, et j'essaie surtout d'orienter les gens vers une pratique saine, qui pourra durer le plus longtemps possible, puisqu'on parle de longévité, sans effet secondaire. Point barre. Donc si on peut faire ça tous ensemble, et si on peut recruter un maximum de monde à bouger leur cul hors de leur chaise avec des sédentaires qui s'empiffrent de graisse et de sucre, ben on aura tout gagné. Moi, c'est vraiment pourquoi j'ai créé le magazine. Moi, j'y crois vraiment, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme on le sait déjà, il y a très peu de personnes qui s'entraînent aux résistances et qui ont des résultats satisfaisants. Tout simplement parce que ces personnes-là suivent les méthodes d'entraînement des champions depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et il est impossible d'obtenir des résultats positifs, notamment lorsqu'on suit les entraînements de champions. Il faut que ce soit quelque chose d'approprié, il faut que ce soit quelque chose d'accessible, de possible sur le plan humain. Et une personne, par exemple, qui travaille, qui a une vie familiale, ne peut pas se permettre de stimuler la croissance musculaire en suivant les entraînements des champions qui, eux, ont une vie, si tu veux, qui est programmée. Oui, qui gravite autour de cela, voilà, qui gravite autour de cela. Sans parler des aides chimiques, etc. Voilà. Ces bodybuilders-là qui vouent leur vie corps et âme au bodybuilding, comme moi je l'ai fait auparavant, avant eux, ont toutes les conditions nécessaires pour progresser. Ils ont d'abord la génétique, ils ont le temps, ils ont l'énergie, et ils ont surtout la passion, la foi et l'envie d'être champion. Et donc, on ne peut pas comparer ces élites de notre sport à monsieur et madame tout le monde, qui suivent les programmes d'entraînement des championnes et des champions. Donc, il faut proposer à ces personnes-là quelque chose d'accessible, et d'accessible tous les jours. Pas d'accessible une fois, puisque c'est facile de suivre un entraînement dur, intense, lourd, demandant, taxant pour l'organisme et pour le corps tout entier. Une fois de temps en temps, ça va, mais régulièrement, c'est pas possible. Et Dieu sait qu'il faut au moins une année de travail pour obtenir des résultats conséquents, pour prendre 2 kilos de muscles par an, ou voire même 3 pour les plus doués. Il faut vraiment s'entraîner de façon efficace et productive. Et pour ce faire, il faut avoir un programme d'entraînement, un protocole, une procédure, une méthode d'entraînement qui le permette, sur laquelle on puisse s'appuyer, compter, bon gré, mal gré, et même si on n'a pas beaucoup d'énergie, et même si on est fatigué, eh ben on a au moins le plaisir d'aller en salle et de pouvoir réussir sa séance d'entraînement, parce qu'elle n'est pas trop taxante, elle n'est pas trop demandante, elle est progressive, elle est humaine, elle est accessible à tous.
Et c'est très, très important ce que tu dis là, parce que un jour, je vais faire un podcast coup de gueule. Alors, je vois ça sur YouTube, tout le monde fait podcast coup de gueule. Mais je vais en faire un aussi, et je pense que là, le buzz, il va y être pour le coup. Mais tout ça pour dire que j'ai fait mes statistiques, je vois un petit peu au sein du magazine, 90% ce sont des pratiquants lambda. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, etc. Oui, ils veulent des informations. Attention, les compétiteurs qui m'écoutent, et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis, bon, moi j'ai rien contre, puisqu'au contraire je vous mets en avant et je mets les plus gros champions olympiens en avant. Au contraire. Moi je dis chacun fait ce qu'il veut et je respecte, je lui dis tout le temps, l'abnégation, le courage, le dépassement de soi pour atteindre des niveaux pareils, avec les risques qu'ils encourent et puis tout ce que ça demande comme sacrifice. Donc au contraire je respecte totalement et puis je resterai fan jusqu'à la fin de mes jours. Sauf que je vais m'adresser de plus en plus à cette majorité de gens qui en ont marre, et ça fera partie de mon coup de gueule, de ne pas progresser, de ne rien comprendre parce qu'on dit entraîne-toi comme le champion. Alors il tombe malade, le système nerveux déglingué, il s'est tout grillé au niveau neuronal, il tient pas du tout, il régresse au bout d'un moment. On lui dit de manger des quantités colossales d'aliments, mais on lui a pas expliqué que sa capacité digestive va pas lui permettre de les assimiler. Donc en fait je pense qu'il faudra, et je suis sûr que tu vas m'aider là-dedans, rétablir certaines vérités. Alors, encore une fois, moi, ce que je mettrai en avant, c'est fondé, moi aussi, sur mon expérience, sur ce que je lis, sur ce que j'écoute, sur ce que je fais toute la journée, 10 heures par jour. Depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 44, donc ça fait 28 ans, si je me trompe pas. Donc ça fait quand même... Eric, et aussi donner des conseils et des informations basées sur le bon sens, sur la logique. Ah voilà, exactement. Alors tu m'ôtes les mots de la bouche, sur le bon sens et la logique. C'est exactement ça. Et j'aimerais redonner aux internautes, aux fans de Bodybuilding Rules, cette capacité à écouter, à se dire oui, parce que c'est logique. Oui. Parce que j'ai la compréhension, parce que j'ai la matière pour comprendre que ce qu'il vient de dire Francis ou Eric, c'est vrai. Tout simplement parce qu'il se passe ça au niveau chimique, une notion de base, hein, parce qu'il se passe ça au niveau assimilatif, digestif, réactionnel suite à un entraînement physique, etc., musculaire. Donc, réappropriez-vous. Il faudrait qu'ils se réapproprient, si tu veux, les internautes, un minimum de connaissances. Et pour ce faire, Eric, il faut absolument que ces personnes-là essaient. Essaient, par exemple, cette façon de s'entraîner. Comment m'y prendre? Prendre le temps qu'il faut pour vraiment bien apprendre à réaliser une fonction quasi parfaite. Et suivre le protocole, etc. Donnez-vous 1 mois, 2 mois, 3 mois, de façon à bien apprendre d'abord comment stimuler la croissance musculaire au sein d'une séance d'entraînement en suivant la performance progressive. Donnez-vous un petit peu de temps pour voir par vous-même comment votre corps réagit, comment vos muscles réagissent par rapport à cet entraînement-là. Moi, ce que j'ai envie de donner plus encore que ça, qu'une méthode d'entraînement, c'est l'appétit, c'est le goût, c'est l'envie de revenir à la salle, de s'entraîner avec en tête l'idée de pouvoir progresser. Eric, et même les internautes, si vous saviez que encore au jour d'aujourd'hui, je m'entraîne avec l'idée de changer mes cuisses, par exemple, d'améliorer mes cuisses, toujours, de prendre un petit peu plus de fessiers, etc. On ne peut pas aller à la salle et espérer améliorer un groupe musculaire ou sa musculature si on n'a pas en tête d'abord l'envie, le goût, l'appétit de bien correctement s'entraîner et aussi d'y croire, de se dire que cette séance d'entraînement-là, c'est une séance d'entraînement réussie. J'ai réussi à stimuler la croissance musculaire lors de ma séance d'entraînement des triceps ou des biceps. Maintenant, il va peut-être falloir 2 ou 3 séances accumulées comme ça pour vraiment voir la différence. Mais c'est possible et moi j'y crois à 100%. Alors, en moi, je viens de sécréter au niveau hormonal de l'adrénaline et puis là j'ai la pression artérielle qui a augmenté. Tu m'as motivé, je vais aller m'entraîner juste après. Mais j'espère qu'il en est de même pour tous ceux qui nous écoutent. Mais voilà, croyez en vous, hein, fan de Bodybuilding Rules, lecteur du magazine, pratiquant lambda ou assidu, etc. Croyez en vous, croyez en vos capacités intellectuelles aussi, parce qu'elles ne sont pas que physiques, parce que pour se développer physiquement, il en faudra des compétences intellectuelles à tous les niveaux, diététiques, physiologiques, etc. Ce qui est important, Eric, je rejoins complètement ce que tu dis, et ce qui est important, c'est de définir par vous-même ce qui est bon et vrai, ce qui convient ou pas. De manière empirique, testée. Il suffit de vérifier. Par exemple, on pourrait parler d'une heure sur le goût d'un fruit.
par exemple, disons la banane. Mais il suffit tout simplement d'éplucher une banane, de la goûter pour savoir le goût de la banane. Tester, être curieux, etc. D'une batterie de scientifiques pour nous dire, eh ben voilà, le goût de la banane, parce que, pourquoi, etc. Alors, tu vois, pour conclure, j'ai posté, donc il va y avoir peut-être, on est le 27, le magazine va sortir le 9 septembre, il y aura 13 jours, 14 jours d'écart à peu près. Mais j'ai posté régulièrement ces quelques derniers jours, quelques photos sur Facebook. Ça a été un peu l'été, j'ai un peu soufflé avec ma chérie. Et je me suis moins entraîné. Le peu que je me suis entraîné, ça a été avec ta méthode. Donc j'ai limité les dégâts parce que je m'entraînais pratiquement pas du tout. Et le peu que je me réentraîne là depuis une semaine à la salle de sport, les gars ils font les gros yeux comme ça parce qu'ils disent Eric, tu manges très très peu. Je bois plus. Mais je mange peu, mais j'assimile surtout ce que je mange. Donc peu importe la quantité, c'est surtout la capacité pour moi, je dis toujours assimilative. 100%. Et la qualité des produits que je mets dans mon estomac, hein, qui n'est pas une poubelle. Hein, et les gens ils prennent un peu trop ça comme une poubelle. La qualité de l'entraînement, et comme il y a la base, c'est la base de la PPM, Performance Progressive Méthode, hein, ta méthode. Après, j'enchaîne sur mes techniques, comme le fait un chef qui se réapproprie des techniques d'autres chefs en cuisine. Voilà. Je vais avoir une progression qui va être linéaire parce que là, je me sens en pleine forme et en très peu de temps. Donc voilà, croyez, expérimentez. Moi, j'expérimente et ça fonctionne. Point barre. Fatiguez votre muscle. Et pas le corps, pas l'esprit. Voilà, tout à fait. Ne fatiguez pas votre corps. Gardez votre motivation. Restez inspiré si c'est un effort musculaire. Si c'est trop taxant, si c'est trop demandant, vous allez arrêter de vous entraîner de cette façon-là et vous allez régresser. Et voire même arrêter. Et peut-être même parce que dégoûté ou fatigué ou blessé. Oui, dégoûté, fatigué, surentraîné, etc. Donc, ayez une méthode d'entraînement qui vous permet de fatiguer le muscle, non pas le système nerveux, l'organisme, et garder la motivation, garder la foi. Et ça se cultive. Comment j'arrive à cultiver, après 42 ans d'entraînement, cette passion, cette foi, cette envie de m'entraîner? Ce matin, j'ai fait une séance de biceps. Eh ben, je me suis régalé. Mais ça s'entend. Oui. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai fait un effort purement musculaire. J'ai ressenti mes biceps. J'ai pas ressenti mon dos. Et puis, il y a un protocole, il y a une façon de faire, logique. Et t'as libéré plein d'endorphines, de la dopamine, plein de choses euphorisante, et ça, il nous en faut pour vivre en bonne santé. Les postures, les positions du corps, essayez d'isoler au plus et donc au mieux, ou au mieux plutôt, et donc au plus le biceps lors du travail. Améliorer les difficultés, mais très progressivement, de façon à ne pas trop stresser le système nerveux, l'organisme, et notamment le cerveau. Allez-y progressivement. Augmentez les charges de façon progressive et augmentez les difficultés. Compliquez votre séance d'entraînement au fur et à mesure. Il faut que votre séance d'entraînement finisse au maximum de vos capacités. À l'apogée. Francis, tu m'as donné envie, je vais couper, on va aller s'entraîner, non je plaisante, mais je vais aller m'entraîner dans pas longtemps. Tu m'as boosté là. Donc, un grand merci encore à tous les fans, un énorme merci à toi Francis. Et la phrase de fin que je vais me garder, je la pompe un peu de 2-3 trucs, c'est « Et que la fonte soit avec vous », à tous les fans et tous les culturistes. Francis, à très bientôt pour un prochain podcast. Prends soin de toi. À très bientôt. Salut, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.